Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Alors oui, vous connaissez désormais bien le contexte du projet de loi de finances rectificative sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer. Je ne le rappellerai donc pas. La solution qui vous est présentée est courageuse. Elle est courageuse car c'est la moins mauvaise des solutions dans la pire des situations, celle d'une censure totale et rétroactive d'une taxe par le Conseil constitutionnel. Courageuse également car elle assume effectivement de créer des gagnants et des perdants, mais c'est le prix d'une solidité juridique qui est notre préoccupation principale. Courageuse enfin car contrairement au recours aux obligations qui alourdirait la dette, elle permet de respecter nos engagements européens de réduction de déficit public. Un effort civique est demandé à 320 entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros. Il s'agit ici d'une solution juste et équitable. Juste parce qu'elle consiste uniquement en un relèvement de l'impôt sur les sociétés et ne pénalisera donc pas les grandes entreprises en difficulté qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros mais qui ne font pas de bénéfices. Elle est ensuite équitable parce que parmi les entreprises mises à contribution, 2 tranches sont mises en place, ce qui rend cette contribution progressive. Alors je reconnais volontiers que l'examen de ce texte est rapide, car le cas nécessite d'être traité au plus vite. Mais je souligne aussi que nous avons pris le temps d'affiner ce dispositif en commission et dans cet hémicycle. J'en veux pour preuve les amendements adoptés sur ce texte, comme celui de mon collègue Gilles Carrez et du groupe Les Républicains, qui prévoit la remise d'un rapport faisant le bilan des entreprises gagnantes et perdantes, celui de notre rapporteur général, qui lisse les effets de seuil, ou encore celui de la Commission, qui reporte le délai de paiement pour l'harmoniser. Ceci témoigne que, même dans des conditions extrêmes, le Parlement parvient à faire son travail de contrôle et d'amendement. Si une telle procédure est justifiable pour quelques cas exceptionnels d'une urgence tout aussi particulière, ceci ne peut être la norme. Or, jusqu'à présent, en matière fiscale, le temps de la réflexion n'a toujours pas été laissé à tous les acteurs, comme le montrent les moins de 20 jours qui ont séparé en 2012 la décision de créer une taxe sur les dividendes du dépôt du projet de loi sur le bureau de notre Assemblée. 20 jours, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant. En matière fiscale et a fortiori lorsqu'il s'agit de créer un nouvel impôt, la plus grande prudence doit être la règle. C'est pourquoi il nous faut étudier avec attention les propositions de l'Inspection générale des finances, dont le rapport nous a été communiqué hier, et dont je salue l'efficacité dans la conduite de son enquête, et que j'ai lu également, messieurs de Courson et monsieur Vigier. Préserver du temps avant l'introduction de nouveaux dispositifs fiscaux pour laisser la place à la consultation ne peut être que salutaire pour la stabilité et la sécurité de la norme fiscale. Cette consultation peut prendre plusieurs formes. Pour les projets de loi, celle d'une consultation publique, telle que nous sommes en train de le faire pour la loi entreprise qui sera présentée début 2018, ou celle d'une consultation de la Commission européenne. Pour les amendements à fort impact budgétaire, nous sommes en plein dedans, celle d'une consultation par le Conseil d'État, pour les soumettre au même contrôle que les dispositions du projet de loi initial, dans le sens de ce qu'a évoqué récemment le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé. En d'autres termes, et là ça va vous plaire, monsieur Vigier, le Parlement doit jouer pleinement son rôle dans l'élaboration de la norme. Le rôle du Conseil constitutionnel doit enfin être mieux pris en compte, notamment en développant sa saisine a priori. Au cours des débats, j'ai pu entendre de graves remises en cause de l'indépendance du Conseil constitutionnel, et notamment sur ma gauche. Des principes existent, garantis au plus haut niveau de l'ordonnancement juridique. Ce sont l'indépendance et la justice et l'égalité devant l'impôt. D'autres principes nous viennent de notre participation à l'Union européenne, et nous devons pleinement contribuer à son mouvement vers l'harmonisation fiscale. Comme l'a rappelé ce matin Alain Lamassoure, nous devons à nos entreprises un espace fiscal unique européen. Le respect de ces principes constitutionnels et européens est assuré par des juges dont l'œuvre de jurisprudence est utile à tous. Des revirements de jurisprudence peuvent intervenir, et c'est l'honneur de ces juges que de faire évoluer leur interprétation à la lumière des changements de notre économie. Nous devons donc mieux anticiper ces revirements et suivre les contentieux importants à l'occasion d'une revue annuelle des risques juridiques et budgétaires. Car les finances publiques sont une matière délicate, à la croisée de plusieurs disciplines, et nous devons en la matière marcher sur nos 2 jambes, en mêlant les chiffres
la science financière et le droit, la législation financière. Mes chers collègues, nous pouvons certes continuer à déplorer les effets de l'annulation de cette taxe, mais nous ne devons plus en chérir les causes. Cet épisode regrettable doit nous conduire à tirer les leçons sur la fabrication de la loi pour sécuriser notre fiscalité et protéger le contribuable français, contribuable étant la personne physique comme l'entreprise. Le projet de loi de finances rectificative dont nous discutons n'en est que la première étape indispensable. Merci.